Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission hors série de Vivement Doumanche. Salut Victor. Hello Michael. On est de retour de Clisson du Hellfest, malade comme des chiens. C'est d'ailleurs une constante, c'est que sur les 4 derniers reports qu'on a fait, il y en a 2 qu'on a tourné à l'article de la mort exactement. Donc si vous nous entendez parler du nez, c'est pas qu'on fait des imitations d'Axl Rose. On pourrait. Mais on pourrait. Genre à 5000 abonnés, on fait des imitations d'Axl Rose, mais c'est juste qu'on essaie de vous transmettre comme on peut notre opinion péremptoire. Exactement. Alors c'est toujours compliqué de faire un live report du Hellfest. Parce qu'avec les années, vous avez vraiment les aficionados qui défendent bec et ongle le Hellfest, on peut absolument pas critiquer, on peut rien dire. Et à côté de ça, vous avez les haters habituels qui, depuis 2010, ont lâché le Hellfest, et dès que quelque chose est estampillé Hellfest, ils viennent cracher leur fiel le plus rapidement possible sur le truc. Ouais, exactement, les opinions sont énormément polarisées sur le festival. C'est vraiment hyper clivant. Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'on apprécie ou non le Hellfest aujourd'hui, difficile de contester que c'est une immense success story musicale déjà, parce que quand on voit les progrès, c'est devenu vraiment un monstre. C'est également une success story économique, parce que c'est quand même aujourd'hui une société partie de rien, c'est le 2e plus gros festival d'Europe, potentiellement le plus gros français en termes d'affluence, ou en tout cas de chiffre d'affaires. Ouais. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est absolument énorme, et de fait on constate que c'est un festival qui est ultra bien organisé. Quand vous partez à l'étranger, voir des festivals, ou même en France dans d'autres styles, des festivals de même taille, en fait vous vous rendez compte à quel point on est bien logé au Hellfest, on est bien accueilli et c'est confort. Clairement, comme l'a dit Michael, le Hellfest bénéficie actuellement d'une couverture médiatique hallucinante. Depuis quelques années, ça va au-delà de la presse régionale et ça touche les médias mainstream, du Monde, Le Figaro, tout ce genre de choses. Et quelque chose qui nous a assez interpellés, c'est que cette année, on parle énormément d'édition charnière. Comme si le Hellfest était à la fin d'un chapitre et on ouvrait un autre. On a tous les deux pas mal de Hellfest à notre compteur. Trop. T'en as 13 je crois, j'en ai 11. 13 voire 14 si on compte la double édition 2022 comme étant 14 et 11 si on compte 2022 comme deux éditions. On était là un peu avant les personnes qui commencent à t'expliquer que Chaka Ponk n'a rien à faire au Hellfest, avec tout le respect qu'on leur doit. On leur en doit peu. Mais en fait, on va essayer de questionner cette idée de est-ce que le Hellfest est vraiment un moment charnière de son existence. On va faire un truc assez scolaire, hein, comme d'habitude. Avec nos beaux petits plans, avec une première partie, on va étudier un peu l'organisation et l'évolution du festival, et ensuite quand même un compte rendu musical, le pur live report qu'on va faire, et puis on vous fera une petite conclusion, pas piquer des hannetons. D'un point de vue strictement organisationnel, pour moi le Hellfest a atteint un peu une sorte de vitesse de croisière à partir de 2019. C'est-à-dire que chaque année, en conférence de presse, étaient évoquées des choses qui n'allaient pas et tout. À partir de 2019 et après le Covid en 2022, on est arrivé sur un site qui a très peu bougé, à part l'année dernière avec le décalage de la vallée. Ouais. Encore une fois, cette année, on a pu constater des aménagements qui étaient relativement mineurs. On est sur du peaufinage, du raffinement, exactement, d'un site qui est déjà optimisé depuis quelques années et qui donne le meilleur de lui-même. Ouais, les principaux aménagements, c'est l'espace devant la main stage 1 qui a été modifié. Ouais. Exit le merch qui créait des bouchons qui étaient très compliqués, donc il y a plus d'espace, une entrée PMR qui a été revue et qui à mon sens est bien meilleure comme c'est fait. C'était vraiment salvateur sur cette partie, il y avait des têtes d'affiche où c'était très compliqué. Ouais, clairement. D'ailleurs, les plus gros aménagements ont été faits au niveau du merch, c'est quelque chose qui avait été initié l'année dernière avec la création du Sanctuary qui était au niveau de l'ancienne vallée. Cette année, ils ont donc fait un gros travail sur le merch artiste, une partie fixe qui concernait les têtes d'affiche et qui était prévue toute l'année, juste à côté du VIP. Et de la Temple, ouais. Et de la Temple. Et un espace merch pour le tout venant, les scènes et les main stage du jour, qui se situait juste à l'extérieur du site en sortant, entre le LCT Square et le site. Ce qui là encore était plutôt intelligent pour la gestion des foules et globalement la circulation sur le site. Tout à fait. En fait, le merch est extrêmement prisé au Hellfest et ils ont eu l'intelligence de mettre ces points-là à des endroits de non-circulation donc ça fait chier personne. Donc les gens peuvent stationner sans casser les couilles. Ce qui n'était pas le cas avant où c'était au milieu de tout et c'était hyper compliqué. Il y a aussi évidemment la gardienne, la fameuse, qui est à la place de ce qui était initialement des genres de bras zéro, etc. Avec des spectacles de feu, ouais. Exactement. Bon, ça c'est un truc où moi ça me touche pas trop la gardienne, j'en avais un peu rien à foutre honnêtement. J'étais impressionné par ce que c'est. Mais à la limite je préférais ce qu'il y avait avant. Voilà. Le feu quand il faisait froid les soirs, c'était un peu un lieu de convivialité, je sais pas si c'est le terme, mais tu vois les gens se rassemblaient pour boire leur bière et tout. Je trouvais que c'était très agréable. Là t'as cette immense gardienne des ténèbres qui est active peu d'heures par jour au final.
Bon, non acte, mais je m'en fous un peu en fait. Il y a une dimension politique et territoriale, la compagnie bien sûr, étant, complètement. des trucs genre ultra importants à Nantes. C'est une façon aussi, je pense, d'acter sa puissance. Ah non, c'est très bien, je m'en fous juste à titre personnel, mais je comprends pleinement. Moi, tu vois, genre, je m'en battais les couilles, mais j'étais vraiment agréablement surpris. Elle ressemble à un boss de Dark Souls 2 en plus. Complètement, le scorpion. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On a été traumatisés par ça. Exactement. Mais en vrai, moi, je fais partie des gens qui étaient agréablement surpris, qui en ont pas grand chose à faire du truc, mais qui étaient un peu en mode ah ouais, quand même, ça ressemble à ça et c'est pas mal quoi. N'étant pas Nantais, en plus, moi, j'en vois pas souvent des machines, donc. Non, forcément. Donc non, c'est tout à fait singulier. Il y a eu des ajouts de zones de toilettes. Il y a eu aussi un truc qui était plutôt bien, c'est le remplacement de l'espèce de roue qu'il y avait derrière la vallée, qui a été remplacé par des tables. C'est ça, exactement. C'était une œuvre du Burning Man qui a été en fait prêtée au Hellfest. Elle est repartie, je ne sais où. Elle était très jolie, mais bon, ça n'avait pas un grand intérêt. Alors que là, ils ont installé des trucs de table, et vu que t'es complètement à l'écart de tout, c'était un coin qui était vraiment chill pour manger. De la même manière qu'ils ont aussi rajouté des petites décorations au-dessus de la vallée qui donnent cette espèce d'impression de temple psychédélique. En fait, c'est des espèces de trucs, je pense que c'est en plastique, mais je suis pas sûr, qui sont éclairés à l'intérieur. Au-dessus de la régie, ouais. C'est ça, ça fait une espèce de pyramide psyché qui est trop belle, qui ressemble beaucoup à ce qui se fait aux US avec des scènes un peu décorées, ou dans les festivals d'électro. Moi j'ai trouvé ça vraiment, c'est un des rares aménagements que je me suis dit ah ouais putain c'est pas grand chose, mais ouais c'est plutôt joli. Le Hellfest avait tenté par le passé des aménagements parfois qui ressemblaient à des festivals électro. Je me rappelle notamment des main stage, tu sais qu'il y avait une espèce de phare, un poulpe et tout, façon Pirates des Caraïbes. C'était compliqué hein. Ça a duré un an parce que l'écran était trop petit. Exactement, ils ont compris que c'était compliqué. Là il y a des petits aménagements et des décorums qui sont vraiment chouettes. Pour moi, le seul point qui reste toujours le point à améliorer et qui va être en fait pour moi le seul vrai chantier des années à venir pour l'Hellfest, c'est la vallée. C'est-à-dire qu'on est passé d'une tente qui était hyper agréable pour plein de raisons à de l'open air. Ce qui se prête pas forcément toujours aux genres qui jouent sous la vallée, mais c'est surtout que la vallée elle est très compliquée d'accès quand vous avez des groupes qui ramènent beaucoup de monde. Clutch l'an dernier c'était l'enfer. Et cette année Fu Manchu c'était compliqué pour toi. Et Fu Manchu c'était blindé. Et Brutus, moi j'ai eu des retours en disant en fait vous pouviez juste pas accéder correctement à la vallée. C'est clair. C'est un gros sujet. Je sais pas si c'est ce qu'on disait. On en est à une étape de peaufinement parce qu'en fait à un moment il y a un problème de foncier, ils peuvent pas écarter les murs, les terrains à côté ils peuvent pas forcément les récupérer. Donc ils sont obligés d'aménager dans ce qu'ils ont. Et sauf à réduire la jauge, et on y reviendra, je pense qu'ils la réduiront pas, potentiellement l'aménagement de la vallée il va être compliqué, hein. La mettre exactement en face de la Warzone, est-ce que c'est possible techniquement, est-ce que ça change grand chose au niveau de l'accès? Donc voilà, en tout cas pour moi c'est le vrai sujet aujourd'hui d'aménagement au Hellfest. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a quelques années, en 2015 notamment avec Body Count, la Warzone avait été inaccessible. Et en fait, ce problème qui a été réglé en Warzone se déporte actuellement sous la vallée. Bon après j'ai une petite suggestion, c'est qu'à la place du Sanctuary, on pourrait mettre la vallée sous tente par exemple, tu vois, quelque chose comme ça. Ah oui, ça pourrait pas trop mal. Non. Mais moi aussi je trouve que le fait de la mettre en open air c'est une erreur parce qu'il y a pas mal de trucs, notamment Chelsea Wolf par exemple, des trucs un peu intimistes qui se prêtent plus à un côté un peu confiné de la tente. Donc avant 21h et que la nuit tombe, bah les concerts ça a pas la même tête quoi. Exactement. Du doom bien gras ou du sludge à 14h en plein cagnard. Ouais. Ça donne pas forcément. Pour moi, c'est vraiment le seul point entre guillemets négatif d'un aménagement qu'ils ont pas changé, et c'est le seul. Clairement. Et en fait, on n'est pas sûr qu'ils puissent le changer. Donc, on est peut-être à une limite sur ce point-là. Donc voilà, pour le reste, pas grand-chose à dire sur l'aménagement en tout cas. Clairement, voilà, ça fait quelques années que c'est masteré. Ils refont quelques trucs, tu vois, genre là, le site est platiné. On verra l'année prochaine comment ils font, mais à part cette espèce de goulet d'étranglement qui est aussi lié au fait qu'il y a l'espèce de truc un peu frais et il y a une espèce de gros camion qui sert absolument à rien mais qui empêche à moitié la circulation. On est quand même sur un site qui est optimal et vraiment pensé. Qui est réussi, qui est tout simplement réussi. Au-delà du site, on va vous parler un peu du confort du festival / de l'expérience. Il y a une vraie limite à ça, c'est qu'on est accrédité, donc on a accès à l'espace VIP, ce qui fait qu'on a accès à un confort supplémentaire qui est pas accessible à ceux de tous les festivaliers. Le confort, c'est des toilettes en dur, un bar qui sert rapidement, des terrasses, des transats. Pour compenser ça, on a décidé un peu de fouiller dans le Discord du Hellfest, de lire des commentaires, les forums. Il y a des choses qui reviennent un peu de manière sempiternelle, mais la conclusion qu'on peut avoir, c'est que le Hellfest est un festival qui est confortable et l'expérience est bonne pour un grand festival. Ouais. Bon, on sait qu'il y a forcément des points un peu négatifs qui est lié en fait à la taille du festival plus qu'au festival lui-même. C'est inhérent, le Hellfest est immense, on fait 15 km par jour,
parce que c'est grand, donc à la fin t'as mal au pied. Mais quand on compare par rapport à d'autres festivals, non seulement reste quand même très confortable, et surtout ce qu'on constate, c'est qu'ils prennent en compte les remarques. C'est-à-dire quand il y a des choses qui remontent, les années d'après, on constate qu'ils ont quand même fait le meilleur pour que ça puisse être pris. Et on le voit par exemple au niveau des endroits pour se poser, il y a l'espace de la forêt qui est quand même un avantage incroyable. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites. L'espace derrière la vallée, on a dit qu'ils l'ont ajouté pour pouvoir se poser pour manger correctement. Les toilettes qui ont quand même été vraiment multipliées. Voilà, on peut parler aussi du fait que maintenant il y a des pissotières pour femmes munies d'un pisse debout. Ouais. Ce qui permet aussi de un peu combler l'inégalité inhérente entre les hommes et les femmes, où toi tu pouvais aller pisser genre ultra rapidement pendant que t'avais des queues de 50 mètres devant les toilettes des filles, quoi. Complètement. Alors s'il y a toujours un petit problème de manque de points d'eau dès qu'il se met à faire très chaud, mais ça c'est un peu comme tous les festivals, c'est compliqué de prévoir. La nourriture, moi je la trouve très bien au Hellfest. Gros point fort des festivals de cette taille là. Si vous faites des Lollapalooza, ce genre de truc, moi j'ai des souvenirs de falafel genre ultra sec à 15 balles. 15 balles, ouais. C'est ça exactement. Là il y a une offre qui est variée, il y a une offre qui est inclusive avec des trucs vegan. Je crois qu'il y a 30% de stands vegan, 50% qui proposent des trucs végé. Ça marche en fait de manière très simple, c'est qu'il y a des évaluations systématiques. Chaque année tu peux évaluer les stands dans lesquels tu manges, ce qui fait qu'ils renouvellent que les meilleurs. Et là, on est quand même arrivé à un truc où moi j'ai mangé à différents stands, là où quelques années avant j'étais full tout le temps même, parce que c'était le meilleur et le reste c'était pas ouf, quoi. Les prix sont assez standards, hein. C'est cher comme tous les festivals actuellement, mais au final quand on compare par rapport à d'autres, tu pouvais manger quand même assez raisonnablement. C'est clair. Et il y a une vraie offre variée et qualitative. Je sais que nous on a énormément apprécié les nouveaux burgers vegan qui venaient d'une boîte de Nantes. Ouais. C'était un resto que j'avais déjà fait en face de la Main Stage 2. Exactement. Ils ont des noms de villes, genre le Barcelona, le London, ce genre de choses. C'est copieux, c'est bien foutu, c'est vite servi. Les stands sont efficaces aussi. Ça on peut le dire, tu attends pas 50 000 ans. Les seuls où t'attends, c'est parce que vous aviez des fois l'instinct un peu primitif des gens qui allaient tous au même truc, qui voulaient leur tartiflette à 19h30 ou à 20h30. En plus, là, évidemment. Pur truc de Doberman. Tu vois, t'es le 30, mec, t'es le 30 juin, genre le stand qui a le plus de succès, c'est le sandwich à la raclette. Les gens sont quand même. Je les comprends pas toujours. Hein. Non. Merde. Hein. Donc voilà. Après la nourriture, on peut parler de la boisson brièvement. Il y a quand même eu un gros step-up. Gros step-up. Genre toi tu bois pas d'alcool, mais cette année il y avait des Carlsberg à la place des crocs. Pour moi la Carlsberg c'est la pils industrielle la plus peintable avec la Moretti, donc vrai step-up en termes de consommation. Il y a des bars variés, il y a des bars à cocktails, il y a des bars à bière, il y a des bars à jus. Ça c'est un peu une sorte de seule limite. Genre nous le bar VIP en fait il y a tout, donc tu commandes ce que tu veux. Pour les festivaliers, ils doivent aller, genre par exemple, s'ils veulent de l'alcool fort, faut aller ici. S'ils veulent une bière, faut aller ici. S'ils veulent un jus, faut aller ici. C'est pas toujours très lisible, mais une fois que tu sais où et quoi, ça se fait bien, ouais. Pour moi, la seule limite cette année, on a quand même vu souvent le commentaire. Non, c'est pas uniquement parce que les pichets n'ont pas de bec verseur. Tout le monde en a parlé, ça. C'était une obsession. Gros, c'est trop chiant. Non, mais mais c'est trop chiant. Je veux bien croire, mais c'était quand même une obsession des commentaires. C'était comment la musique? On s'en bat les couilles. Le bec verseur. Remettez le bec verseur. Remettez la vallée sous-tente et le bec verseur. C'est les deux trucs, les seuls trucs. Si on a que 2 messages à faire passer, c'est ça. Eric, si tu nous entends, s'il te plaît. Non, le truc que tout le monde a remarqué, c'est que tout simplement ils versaient pas de demi. C'était pinte direct, et en fait ce qu'on a pu constater quand même, alors je comprends qu'il y a eu moins d'après ce qui a été dit je crois pendant la conférence de presse, il y a eu potentiellement moins d'interventions des pompiers, etc. Moi j'ai quand même trouvé que cette année par rapport à l'année dernière, t'avais quand même plus de types éméchés qui gerbaient partout. La tente le dimanche, il y avait de la gerbe partout sur le côté droit de la Temple. Et c'est peut-être aussi lié à ça, c'est que déjà... Non, c'est la perf de Dimmu Borgir, je crois. Tu penses que c'est ça? Non, j'ai trouvé qu'il y a... Et peut-être aussi le fait que tout simplement, si t'es obligé de te farcir une pinte à chaque fois, quelle que soit l'heure, ça a peut-être quand même un petit impact. Donc c'est assez dommage, je sais pas quelle est la raison, il y a sûrement une raison derrière moi, particulière. Je pense que, vraiment, à part une raison commerciale, je vois pas de truc. Parce que y a certains bars qui vendent des trucs automatiques, tu sais, genre tu mets ton verre, il se remplit automatiquement. Là, c'est encore à la main. Il y a rien. Il y a aucun monde où tu peux pas servir des demi-verres. Ouais. Tu peux à la limite même servir des demi-pintes, c'est-à-dire que tu mets que des pintes, tu les remplis de moitié. À part justement inciter à la consommation, proposer que des trucs à 7,50, il y a aucune raison logique à ne pas servir de pintes. C'est potentiellement dangereux. C'était peut-être un petit point négatif, c'est-à-dire que t'avais la LKR qui disait faites attention à la consommation d'alcool. Et à côté... Ça a eu des conséquences heureuses pour le festival, c'est qu'on a passé le record de nombre de litres de bière. Voilà, écoulé. Donc, c'est aussi parce que tu donnes que ce choix-là. C'est un peu dommage. Je pense que aussi il y a eu des choses sur lesquelles on va revenir. Il y a eu des travaux de fait sur la santé publique.
ça rentre en contradiction directe avec le fait de pas se servir de petits de petites bière quantités, quoi, tout à fait. Donc ça c'est un point. Les deux derniers points qu'on pourrait mentionner peut-être au niveau du confort festivalier, le premier c'est un qui revient à chaque fois, c'est évidemment la foule. Il y a quand même eu des jours où c'était compliqué de naviguer entre les scènes. Quand on fait que les scènes annexes, entre guillemets, qu'on fait Warzone, Valley, Warzone, Valley, Warzone, on n'est pas très inquiété par ça. Et moi je le sens bien. D'accord, quand vous faites la main stage 2 ou la main stage 1 en soirée, que vous vous dites faut que j'aille à la vallée après, vous êtes quasiment obligé de partir 10 minutes, il y a eu quand même certains, pas des vrais mouvements de foule, mais la jauge était quand même vraiment violente sur certaines têtes d'affiche, et quand je voyais, moi, en traversant entre les scènes, les gens qui regardaient Metallica au niveau de l'arbre, Hellfest, me disent mais en fait c'est quoi l'expérience festivalier quand t'es à 150 mètres de la scène. Donc ça c'est réellement un sujet. On sait que la jauge elle était je crois à 70 000 cette année. Ouais, je sais pas. Moi j'ai l'impression que d'année en année c'est de pire en pire. Alors il y a des jours où c'est plus ou moins, ça dépend évidemment des groupes etc. Mais globalement il n'y a pas eu beaucoup d'années sur ces 10 dernières années où je me suis fait la remarque, mais cette année c'en était une où je me suis dit pour les gens qui sont vraiment, qui aiment uniquement la musique des main stage, c'est pénible. C'est dur, ouais. C'est pénible. Je pense que vraiment. le site est pensé pour accueillir un certain nombre de festivaliers, mais prend peut-être insuffisamment en compte la dimension polarisatrice et le côté où en fait c'est polarisé. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde va en main stage 1 à un moment, et en fait, certes, le site peut accueillir 70 000 personnes, mais si 70 000 personnes sont concentrées sur 40% du site, bah c'est invivable en fait. Et il y a des moments où c'était quand même très très compliqué, mais bon, pour un festival de cette taille en fait c'est petite nuance aussi, c'est que moi j'ai trouvé que les dernières années il y avait un écart d'expérience, et tu sais cette année moi j'ai pas eu ce sentiment du samedi trop bondé. Tu sais, le samedi qui est invivable par rapport au dimanche où en fait tu nages tranquille parce qu'il y a plein de gens qui ont dû se barrer avant la fin du truc. C'est aussi lié au fait que le dimanche finit plus tôt. Et donc t'as plus cette espèce d'obligation de partir à 16h parce que tu sais que les concerts vont finir à 2h du mat et faut que tu rentres chez toi. J'ai quand même senti une affluence qui était quand même violente le samedi pour Metallica. Les grosses têtes d'affiche. Dimanche c'était très inégal, hein. Foo Fighters c'était absolument blindé, et ensuite il y avait I Am Morbid en même temps où l'altar était à moitié rempli. C'est comme ça, mais en tout cas la jauge c'est toujours un sujet, c'est quand même un commentaire qui revient très régulièrement. Exactement. Parce que ça impacte l'expérience festivalier. Peut-être un point qui est le dernier, c'est le son. On a été très chiant avec ça sur... Gros step-up. Ouais. Immense step-up. Généralement, on regarde beaucoup, c'était dans notre vidéo qu'est-ce qu'un bon live. Clairement, on mentionne tout le temps le son. Pour moi, il y a eu un gros step-up. C'est une des premières fois où je me suis fait la remarque que même sous l'altar et la temple, très régulièrement, le son était excellent. Sans boule caisse, mais aussi et surtout avec boule caisse, ce qui est censé être en principe le cas. Je trouvais que le son était très bon. Pour moi, le seul bémol... Il y a eu aucun concert, avant on le dit, il y a eu aucun concert qui a été médiocre. Car son moyen. Ouais, alors encore une fois. Et ça arrivait dans toutes les autres éditions. Pour moi, c'est la meilleure en termes de son et de très très long. Seule limite à ça, on a été que 2 à couvrir le festival, donc il y a forcément des concerts au milieu qu'on n'a pas vu par définition. Mais la réalité, c'est qu'avant, on avait tous une expérience d'au moins 1 ou 2 concerts, on s'est dit putain, c'est une bouillie sonore. Et clairement, on n'a pas apprécié parce que le son. Moi là, j'en ai pas eu. Il y a des moments où le son était moins bon. En fonction d'où vous êtes placé dans la tente ou dans la salle, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais globalement j'ai trouvé le son plutôt bon. Parfois il était un peu trop fort, je veux dire que Sodom c'était absurde. Ça par contre, il y a eu 2-3 concerts, on sait pas ce qui s'est passé. Sodom, Emperor, qui ont décidé d'y aller aussi full retard. Mais c'était marteau piqueur, let's go. Exactement. Quoi. Donc c'était très fort. Mais à part ça, tout était méga bien défini. Ouais. Et ça, c'est vraiment un gros. Et y compris d'ailleurs pour des concerts, on attendait ça. Je sais que j'ai regardé de très loin Polyphia par exemple. Le son me paraissait très bien d'où j'étais. Je me dit pour un groupe comme ça, c'est un peu nécessaire. J'avais trouvé que c'était plutôt bien défini. Pour moi, le seul bémol qu'il y a au niveau du son et qui pour le coup va être difficile à corriger, c'est que quand vous êtes dans une altar ou une temple blindée, mais ça allait même d'ailleurs jusqu'à la Warzone et la vallée, quand vous avez les main stage où le son est assez fort, en fait vous l'entendez sur les autres scènes. Et j'ai souvenir par exemple du chanteur de Madball qui a fait une remarque en disant mais putain, faites taire The Offspring, on s'entend plus jouer. Parce que la réalité c'est qu'on entend énormément les autres scènes, et ça peut parfois, quand vous avez des concerts plus doux, des passages plus atmosphériques, notamment sous la vallée, quand derrière vous entendez The Offspring qui chante et que vous êtes en train de regarder Julie Christmas ou Chelsea Wolfe, vous avez la flemme. Et ça c'est un sujet. En vrai, c'est vrai qu'il y a quelques zones où t'as une oreille qui capte la Altar Temple et l'autre qui est sur les main stage. C'est assez perturbant, et c'est des grosses zones quand même, hein. Tu sais, toutes les zones des bars qui sont justement face au... En fait, tant que vous n'êtes pas sous la tente, et malheureusement dès qu'il y a une forte influence, vous êtes plus sous la tente, vous êtes devant avec l'écran géant, vous avez des interférences à côté. Donc ça, je pense que c'est un point où je sais pas s'ils peuvent le corriger. L'orientation des scènes fait que potentiellement ils peuvent pas, mais c'est vrai que c'est potentiellement un point qui touche l'expérience festivalier. Ouais. Le dernier point, c'est la sécu. Fallait bien que je tousse un moment ou un autre. Ouais, t'inquiète, vas-y, fais-toi plaisir. Je devenais tout rouge avec la veine, vous savez. Donc, l'ultime point, c'est, et c'est fou que ça ait été mentionné,
Moi, j'en ai pas eu du tout conscience. Et c'est un témoignage qu'on peut prendre avec toutes les pincettes du monde, mais on a lu ça en tout cas. Ah, on l'a beaucoup lu, hein. On l'a beaucoup lu, c'est l'absence de feu d'artifice. C'est incroyable. Non, c'est la sécu, gros. Ah ouais? Ah, tu voulais dire? Parlons d'abord de... Non, on parle de priorité, peut-être. Le feu d'artifice. Le feu d'artifice. Ok, autant on parlait pas de la même chose, c'était un beau quiproquo, ça. Okay. Le feu d'artifice, ouais, tout le monde, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais c'est important, non, c'est incroyable, c'est que les gens ont tous parlé de ça. Et quand on est rentré, on s'est dit, bon, le festival était cool, la fin du message, ils nous disaient, il y a pas eu de feu d'artifice à la fin, on est trop triste. On a payé 329 balles et il y a même pas de feu d'artifice. Ouais. Alors. Charlie Hebdo disait que c'était dur d'être aimé par des cons, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, genre, en fait, le feu d'artifice, désolé, mais on s'en fout. C'est pas un sujet. Arrêtez de casser les couilles avec le feu d'artifice. C'est bientôt le 14 juillet, vous allez en avoir plein des feux d'artifice. Qu'est-ce que vous faites chier? Exactement. Donc, non seulement on s'en fout, le seul point où, pour le coup, je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est que même moi, j'aurais bien aimé une petite vidéo à la fin en disant, comme il y a eu pour les 10 ans, mais sans aller dans ce détail aussi long, la 10e édition, je crois, de dire merci aux festivaliers, vous étiez temps, voilà, merci pour tout, on se retrouve l'année prochaine. Là, apparemment, on n'était pas sur ce truc-là parce qu'on était au VIP à la sortie de Dimmu Borgir. Il y a eu juste un message en disant, les passes sont en vente dans une semaine pour l'édition 2025. À bientôt. Si c'est le cas, c'est un peu léger, et je pense que là ils auraient pu communiquer un peu plus. Mais alors le fait qu'il n'y ait pas de feu d'artifice, vraiment on s'en bat les couilles. Je trouve ça incroyable d'ailleurs que les gens soient encore à râler là-dessus. Ça me paraît complètement anecdotique. Pour moi, il y a aussi quelque chose, c'est que ça fait beaucoup de fois, on y reviendra aussi, qu'on parle de la dimension écologique du Hellfest. Ouais. C'est quelque chose qui est énergivore. Le fait de mettre un feu d'artifice, pour moi, ça rentre en contradiction totale avec cette espèce de désir de sobriété affiché par le festival. Et pour moi, il y a une vraie cohérence de pas non plus gaspiller de l'énergie pour ça. C'est sûr que ça va rien changer. Enfin, le cœur du propos, il est pas là. Non, mais c'est des dépenses d'énergie absolument inutiles et qui servent à rien, quoi. Et ça casse le côté événement quand il y en a un. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était habitué à ce qu'il y en a tous les ans, de plus en plus gros, l'édition de 2022, les machins. Et au final, à la fin, plus personne ne le savourait. C'est vraiment, on attend le feu d'artifice parce que ça va être chouette. Non, peut-être qu'il y en aura un dans 3 ans pour fêter un nouvel anniversaire ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment un truc anecdotique et j'ai été sidéré de voir qu'il y avait un commentaire sur 2 qui parlait du feu d'artifice, quoi. Vraiment fou, quoi. Tu veux parler de la sécurité maintenant? Non, c'est toi qui dois parler de la sécurité. Ouais, non, en fait, de ce qu'on a vu, c'est toujours le problème avec la sécurité en festival, notamment pour accéder au site. T'as l'air de dire les feux d'artifice, je suis mort. Vas-y. Bon. On a du mal sur cette partie. C'est la fatigue, je pense. Ce qui est certain, c'est quand vous êtes dans un gros festival, il faut toujours trouver l'équilibre, notamment sur la sécurité à l'entrée du site, entre être hyper relou et tatillon, et du coup, vous mettez 8 heures à accéder au site. Et voilà. Du coup, façon motocultor. Motocultor, direct. Motocultor le premier jour, on sait que ça change un peu après. C'est ça. Là, le Hellfest a retenu une position potentiellement un peu plus libérale, à être un peu plus cool, et on a eu beaucoup de commentaires. On a vu de gens qui disent, bah en fait, limite j'avais un couteau dans ma poche, j'avais complètement oublié, je l'ai ramené du camping, et puis bah en fait je me retrouvais sur le festival avec un couteau, parce qu'en fait les mecs ont pas trop fouillé. A priori il y a pas eu de sujet, c'est pas forcément un sujet. Deux, trois trucs en verre. Des gens qui avaient ramené vraiment des bouteilles d'eau en verre, tu sais, genre les trucs de la cantine à moitié, les trucs de resto, pour se faire des pastagas sous la Warzone. J'étais en mode, bah, kiffez les frères, hein, mais en même temps, vous êtes pas censé avoir ça ici, quoi. Exactement, donc ça c'est un sujet, je pense, mais encore une fois, c'est le meilleur, c'est le champion, c'est Frédéric News, qui a expliqué qu'il était rentré avec des cartouches. Raconte ça, quoi. Ah oui, j'ai vu un commentaire passer, j'espère que c'est vrai, peut-être que la personne se reconnaîtra, mais il y a un type qui parlait qu'il avait, je crois, emprunté une veste ou un pantalon à quelqu'un qu'il connaissait et qui est chasseur. Et que manifestement, il avait des cartouches dans ses poches et il est rentré genre tranquillou avec des balles de long rifle, quoi. Voilà. On sait pas si c'est vrai. Mais c'est beaucoup trop drôle, on était obligé de le dire. Exactement. Mais voilà, clairement, je sais que c'est un commentaire qui a beaucoup été remonté, donc peut-être qu'il y aura des ajustements qui seront faits pour l'année prochaine. Après, encore une fois, il y a quand même 2 pôles. C'est soit ça va vite et ils font peut-être un travail qui est superficiel entre guillemets. Mais ils font confiance aux gens. C'est ça. Soit on est tous fouillés en mode on tousse avant de rentrer sur le site, mais en même temps, bah, on va commencer à arriver à 14h pour voir le concert de 1h du mat, quoi. Et mine de rien, il y avait quand même des flics sur le site, donc genre malgré une fouille peut-être un peu superficielle, il y avait quand même pas de sentiment d'insécurité. Non, du tout. Tout ce qu'on voit quand on mentionne ces trucs-là, il y a parfois des petits points négatifs, mais il y a quand même des gros points positifs. Et encore une fois, on arrive toujours au même constat, c'est que quoi qu'on en dise, le festival est hyper bien organisé, il est quand même très confortable. Je sais qu'on pourra toujours trouver des contre-exemples de tel truc ou tel truc, mais globalement, il est très confortable par rapport à des festivals de même taille. On peut pas le comparer avec un festival de 5000 personnes, vous avez 4 hectares pour vous allonger, c'est pas le cas. Mais par rapport aux infrastructures, au nombre de personnes qui sont accueillies, au nombre de concerts, ça reste quand même un festival qui est, entre guillemets, facile à vivre. Clairement. Ça vous a pas échappé, cette année, ce qui a été le plus commenté au niveau musical au Hellfest, c'est 2 groupes, c'est Foo Fighters et c'est Chaka Ponk. Pour moi, en fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on peut mettre les festivals metal
sur une espèce de spectre qui sont encadrés par deux pôles. Pour moi, d'un côté, il y a le Wacken qui a fait Slipknot pour la première fois en 2020, pour qui en fait Savatage c'est un headliner crédible alors que c'est le plus grand festival d'Europe. Et de l'autre côté, il y a une vision très américaine qu'on retrouve en Europe, représentée par des fests comme le Download et comme le Rock am Ring. C'est-à-dire vraiment des festivals de rock metal. Je sais qu'en général, on n'aime pas trop cette espèce d'expression, mais c'est réel. C'est des festivals qui font My Chemical Romance à côté de Metallica et à côté d'Orange Goblin, et voilà. Le Hellfest, de base, était plus attiré par le pôle Wacken, comme le Graspop, comme le Copenhagen. Ces dernières années, il y a peut-être un glissement qui est en train de s'opérer, avec une ouverture vers des choses un peu plus... je dirais pas mainstream, parce que Metallica, ça joue au Stade de France, c'est mainstream, par excellence. Mais peut-être plus rock, en fait. Ouais, tout simplement plus rock. Alors, ça a toujours été un peu le cas, parce que ZZ Top, Kiss, Blue Oyster Cult... on peut pas dire que c'est du black metal. Le sujet, c'est qu'il y avait parfois cette patine vintage sur les groupes, ou le fait de dire que c'était des précurseurs, des groupes qui potentiellement ont inspiré des groupes de métal. Donc il y avait cette logique derrière de dire oui, c'est toléré entre guillemets qu'il y ait un groupe de rock parce que c'est du hard rock et parce que ça a une lignée avec le métal. Ça a évolué petit à petit. C'est pas les premiers groupes. On a eu plusieurs groupes qui étaient des groupes de rock purs. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu une première grosse étape quand même, je trouve, avec Tenacious D, Machine Gun Kelly. Ouais, en rap. 2022, il y avait aussi Bloody Beetroots. Les Bloody Beetroots. Alors c'est vrai que c'était pas des têtes d'affiche, une tête d'affiche de tente, mais c'est vrai qu'il y a quand même un glissement vers le rock qui est absolument indéniable. Enfin, clairement, Muse et consorts sont plus si loin de deadliner le Hellfest. Dans tous les cas, en fait, c'est ce qu'avait justifié Eric Perrin. Et ils l'ont dit, d'ailleurs, ils l'ont dit là dans le. Ça, ils l'ont redit, ils ont dit, en fait, Muse, c'est plus énergique que pas mal de trucs de glam qui sont passés il y a quelques années. Ça n'a pas tellement de raison de ne pas être au Hellfest. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, ce truc-là, cette position, peut être occupée par le Hellfest en France, parce qu'on manque justement de festivals de rock un peu dur. On a le Cabaret Vert qui occupe un peu cette espèce d'espace, mais les Vieilles Charrues, les Eurocaines de Belfort, tous ces festivals qui initialement justement se chargeaient des headliners rock, se sont maintenant déportés vers ce qui marche un peu mieux actuellement, c'est-à-dire la musique électronique et la musique urbaine. Et donc en fait, il y a une espèce de créneau à prendre qui, par exemple, n'est pas à prendre en Belgique parce qu'il y a Rock the Breacher. Et donc en fait, si tu veux voir Queen of the Stone Age, tu vas à Rock the Breacher. Si tu veux voir Judas Priest, tu vas au Graspop. Et cette dichotomie n'existant pas en France, pour moi, l'espèce d'occupation du Hellfest de ce terrain-là est légitime. Et n'est pas lié au fait que c'est un festival de bobos et c'est devenu dans la conférence comme ce qu'on peut lire dans bien sûr dans la conférence de presse, Eric Perrin, donc le directeur communication du Hellfest, et aussi Ben Barbeau, ils l'ont clairement dit, c'est aussi une question d'âge, de renouvellement de l'âge, parce que les groupes mènent tête d'affiche en métal sont quand même de plus en plus vieillissants, donc c'est quand même un renouvellement qui rentre en ligne de compte. Il y a une ouverture dont ils se sont jamais cachés. Ben Barbeau parlait de Placebo, Green Day ou Muse. Maintenant, je serais plus vraiment étonné. En fait, moi, c'est un truc où je suis pas contre l'évolution du Hellfest telle qu'elle est. Je pense qu'en fait, le Hellfest est plus qu'il était entre 2007 et 2012. On a peut-être ce sentiment pour les gens comme nous qui étions là dès le début ou il y a très longtemps, de se faire un peu déposséder de ce qu'était le Hellfest et de ce qu'on aimait du Hellfest, c'est-à-dire vraiment voir des gros groupes de métal, que du métal pendant un week-end. Je pense que ça a beaucoup évolué. D'ailleurs, les gens qui écoutent que du death ou que du black, ils viennent plus au Hellfest depuis des années. De toute façon, les gens qui viennent, c'est des gens qui écoutent un peu de tout et qui vont être curieux d'aller sur les tentes et de découvrir. Donc, c'est déjà plus même public qui est cible. Donc, moi, j'ai pas trop de sujets. C'est vrai qu'on se sent un peu dépossédé. C'est vrai que parfois, on se dit, mon pass, je vais le payer très cher pour des têtes d'affiche dont je me fous. Je pense que toi, t'as mis les pieds 2 fois devant la main stage cette année. 3, mec. J'ai vu Queen of the Stone Age, Summerland et Metallica. Et Metallica avec toi. Donc voilà, il y a. Bruce Dickinson aussi. Effectivement, donc. Pour moi, le seul point négatif, qui est pas un point négatif en tant que tel, c'est que ça fait un peu mal au cœur de voir des groupes parfois comme Emperor, qui étaient avant des headliners de main stage à 22h30 ou 23h, maintenant headliner péniblement une tente, et vous arrivez dans la tente, c'est aux 3/4 plein pour un groupe aussi mythique. Aussi emblématique, ouais. Moi, j'aimerais juste ajouter une petite nuance à ce que t'as dit, c'est que cette espèce de sentiment de se retrouver face à des groupes mythiques qui n'ont pas le public qui mérite ce genre de choses, c'est réel, ça a encore été prouvé cette année, mais c'est pas très nouveau. Moi, j'ai un très très grand souvenir de King Diamond en 2016 qui passait après Black Sabbath. King Diamond, c'est pas le groupe qui passe le plus fréquemment en France. Mec, il y avait personne. Donc cette espèce de crispation
qu'on a retrouvé dans pas mal de commentaires de type oui, c'est plus que du vrai métal, Chaka Ponk, groupe de merde, heureusement qu'après les métalleux de Machine Head ont mis le feu, nanana. En fait, c'est des gars qui écoutent leur Nashor et qui pensent qu'ils ont découvert un truc genre absolument underground. C'est des connards. Et vraiment, en fait, pour moi, la seule différence, c'est qu'il y a des gars qui ont l'honnêteté de savoir qu'ils connaissent pas grand chose à l'affiche du Hellfest. Et t'as des gars qui, sous prétexte de connaître un groupe à 18h en main stage 2, vont se la jouer genre gros connaisseurs, gros métalleux, nanana, mais qui y connaissent pas beaucoup plus. Moi, en fait, le Hellfest, tant qu'il y a une vraie sensibilité aux newcomers, tant qu'il y a tant qu'il y a des gels à midi, des Cannon Fiber, des trucs qui vraiment qui marchent, exactement, qui sacrifient pas tout ça, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sous la main stage à partir de 19h. De toute façon, moi j'y vais que s'il y a Deftones. Et ça me va parfaitement. En fait, je suis vraiment pour un Hellfest à deux publics. C'est-à-dire que tant qu'il y a une vraie sensibilité sous les tentes, qu'il y a une vraie volonté de se renouveler, de proposer des trucs qui sont jamais venus, des trucs rares, des crosses, des machins et tout, ils peuvent mettre n'importe qui sous la main stage, ils peuvent mettre placebo, j'en ai rien à foutre. Et le pire, c'est que, en toute sincérité, c'est pas des choix qui sont malheureux, parce que déjà qu'une Stone Age c'était super, et en plus, quand on voit la foule qu'il y avait devant Foo Fighters, en fait, c'est des choix qui sont stratégiquement, certes, qui vont pas plaire à Jean Machine Head, mais qui en fait ont, doucement avec Machine Head quand même, doucement avec Machine Head. Désolé, mais qui ont quand même porté leurs fruits et qui ont fait plaisir aux personnes qui sont venues en fait. Tout à fait. Au-delà de l'évolution, de commenter l'évolution musicale du festival, il nous semble un peu important de revenir sur l'évolution de la philosophie sociétale du festival. Ça fait quelques années, et plus le succès est arrivé, plus c'est le cas que le Hellfest a un problème d'image. Clairement, ils ont été empêtrés dans pas mal de polémiques. Il y a eu des articles à charge qui ont été écrits encore cette année. Avec l'article de Libé, dont je vous laisse prendre connaissance si vous le souhaitez. Globalement, il y a plusieurs éléments qui étaient reprochés systématiquement. Il y avait qui sont récurrents, le fait de faire venir certains artistes avec une forme peut-être de négligence qui était vue comme de la tolérance vis-à-vis de certains artistes borderline. Il y a eu une communication parfois un peu hasardeuse et maladroite et de gestion. On l'avait vu certaines années avant, on l'avait mentionné. Il y a eu la dimension écologique. Alors ça, c'est toujours un sujet. Hein. Le jour où on me présentera un festival écologique, joyeux Noël. Hein, mais bon, c'est quand même une dimension qui était critiquée pour certains excès peut-être. Il aurait fallu un troisième feu d'artifice peut-être cette année ou trois feux d'artifice pour que ce soit très beau. Et aussi un environnement de travail en interne qui a souvent été critiqué, notamment au sujet de l'article de Libé. Et ce qui est certain, c'est que lors de la conférence de presse, la plupart de ces sujets ont été abordés par Ben Barbeau et Eric Perrin, la communication. Ce qui ressort globalement, et c'est un peu les mêmes choses que sur l'organisation, on sent que quand il y a des commentaires, l'idée c'est quand même de le prendre en compte et de s'améliorer. Voilà. Peu importe la finalité du truc, on en parlera un peu parce que il y a des procès d'intention qui sont faits sur ces choses-là. L'idée c'est quand même qu'on voit que les choses vont dans le bon sens. Voilà. Je pense qu'ils ont été quand même un peu dépassés par certains événements. C'est la société évolue, une partie du rock l'a fait. C'est d'ailleurs des groupes qui ont toujours eu le droit de s'exprimer au Hellfest. Enfin, il y a pas mal de trucs en hardcore extrêmement engagés qui sont hyper pointus sur ces choses-là. Mais j'ai l'impression que c'est la première fois que la direction explique que en fait on les attend sur ces sujets-là. Ils peuvent pas se planquer, c'est un festival qui doit prendre en compte ces trucs-là. La plupart des musiques actuelles sont extrêmement bavards et conscientisées. Et le Hellfest a souvent fait, ces dernières années, figure de mauvais élèves. Parce que le métal faisait aussi souvent office de mauvais élèves. Hein. Sauf certains genres, comme tu l'as dit, qui sont très politisés, qui étaient en avant. Globalement, le métal, c'était parfois un genre où les mentalités ont mis du temps à évoluer. Clairement. Au niveau écologique, a été annoncé en grande pompe un partenariat sur le long terme avec Savage Land, avec 1 million d'euros 1 million d'euros distribués sur 5 ans pour leur permettre de mettre de faire des actions. Ça a été commenté des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté, les gens en fait ont vu ça comme une sorte d'investissement pour compenser le fait que le festival est énergivore. Ouais. C'est peut-être le cas, mais en parallèle, en fait, ce que je veux dire, c'est que le festival va consommer, quoi qu'il en soit. Si derrière, ils essaient de un peu racheter ça par ça, tout en mettant en place des actions vertueuses, de limiter les avions autant que faire se peut, mettre en place du covoiturage des bus, qui est déjà fait, pourquoi pas en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les mecs font des dons pour une asso qui en fait pas n'importe quoi, bah écoute, c'est même si c'est les quotas carbone et tout, et puis de toute façon un festival c'est jamais vertueux écologiquement, donc l'idée c'est d'améliorer ce qu'on peut améliorer. Effectivement, si on peut à la fois avoir une dimension, une réflexion sur comment faire baisser son empreinte carbone
tout en par exemple supprimant des trucs absolument inutiles comme les feux d'artifice. Ouais. Ça, pour moi, ça doit aller de pair avec un soutien accru à une ONG. Quoi. Et ce qui est certain, c'est que le festival et l'organisation du festival ont l'air d'avoir clairement pris en compte ce sujet-là et de l'air de vouloir dire que cette année-là, ça va un peu servir de maître étalon pour la suite et de voir ce qui peut être amélioré. Voilà. Donc ça, on peut que s'en féliciter en fait. Hein. Clairement. Il y a eu aussi pour la deuxième partie de ce qui a été reproché, c'est-à-dire voilà la gestion des VSS, la gestion de la sécurité du public et tout. Il y a eu un dispositif qui s'appelle le L-Care, qui est une évolution de ce qui s'appelait la L-Watch avant, qui était des espèces de maraudes sur le site, qui ont été d'ailleurs assez vertement critiquées parce que pas assez nombreuses, parce que n'allant pas sur le camping, parce qu'en étant que très peu présentes au moment le soir, là où les gens sont le plus alcoolisés, donc où il y a le plus de risques de violence. Et d'ailleurs, toutes les critiques qu'on avait nous formulées dans notre live report, on avait dit en fait il nous semblerait nécessaire qu'il y ait déjà plus de monde, qu'il y ait des points fixes et pas juste des gens qui se baladent, etc. Bah en fait ça a été pris en compte. Alors je vais pas dire que c'est parce qu'on l'a dit, mais parce que ça paraissait du bon sens en fait sur une évolution logique, et ça a clairement été pris en compte. Donc on a vu plus de points fixes. Moi je les ai beaucoup vus déambuler dans le festival. Je sais que toi t'en as pas beaucoup vu, mais moi j'en ai vu à plusieurs reprises. Après j'étais moins sur les main stage et tout. Effectivement, donc ça je l'ai moins vu. Il y avait le fait de donner des couvercles de gobelets anti-drogue. J'en ai vu quand même pas mal, ce qui est super intelligent. Pour des autres types de protection, quand vous aviez par exemple les bouchons d'oreilles qui étaient gratuits. Il y a eu quand même beaucoup de choses de prévention qui ont été faites, et je trouve que cette L-Care 2.0 elle était beaucoup plus efficace. Ah ouais. Et on peut toujours faire mieux, on va en parler, on a peut-être des limites et des choses, mais globalement c'est un sacré bond en avant qui a été fait. Ouais, exactement. Et quand ils disent que c'est le plus gros dispositif d'un festival de cette taille en France, j'ai pas trop de mal à le Non, moi non plus, le croire. J'ai pas de mal à le croire. Je pense que les seuls points un peu négatifs qu'on peut avoir, en tout cas c'est plus des limites, c'est que usuellement quand vous voyez dans des festivals, vous avez des associations spécialisées, enfin c'est du milieu associatif qui vient, donc vous avez potentiellement aussi d'Action qui est là pour la protection, etc. Le festival en général finance l'asso. L'asso vient avec ses bénévoles pour gérer ça, et c'est un win-win en fait. Le festival a des gens qui sont formés pour ça, et l'asso se fait un billet, et c'est cool. Exactement. Là, le sujet, c'est a priori, c'est que tous les gens de la LKR pouvaient s'occuper aussi bien des problématiques de gens qui avaient des problèmes de bouchons d'oreilles, qui se sentaient mal ou qui sont victimes d'agressions. Donc la question, c'est est-ce que vraiment la façon dont c'était géré, c'était bon ou pas en fonction des gens qui sont pas forcément formés, qui est peut-être le plus gros point en fait. Est revenu. C'est d'ailleurs un truc qui était marqué dans l'article de l'IB. A été reproché le fait que la LKR ne s'appuyait pas assez sur le tissu associatif local, et que les bénévoles auraient peut-être pu bénéficier d'un meilleur accompagnement en fait. Ouais, c'est ça, ce qui est potentiellement vrai. Après, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur le Hellfest pour ça par le passé. Parfois c'était mérité, parfois ça l'était moins, mais ça montre quand même une sacrée évolution. Certains diront c'est tardif, peut-être, mais mieux vaut tard que jamais. Là je trouve quand même que c'est un très bon point en avant. Je pense que pour moi le seul point, c'est que le fait d'avoir tout voulu centraliser dans un spot particulier, ça veut dire quand même qu'il faut que vous ayez des gens spécialistes à l'intérieur formés pour ces différents trucs. Parce que la mythologie, des gens en MST, des gens en VSS, des gens spécialisés sur l'audition, ce genre de choses, c'est quand même des points qui sont totalement différents, c'est pas les mêmes compétences. Mais en tout cas, c'est clairement une évolution par rapport à ce qu'on a vu par le passé, on peut que s'en féliciter. Exactement. On reproche d'ailleurs au Hellfest de faire du greenwashing, du pinkwashing, comme toujours, du purplewashing, ce que tu veux, toutes les couleurs que tu veux. Moi, en fait, je pense que il faut faire un pas de côté. C'est-à-dire que peut-être que l'équipe du Hellfest est pas l'équipe la plus concernée initialement, et en fait se retrouve un peu face à ces problématiques qu'ils n'avaient pas anticipées il y a quelques années, et quelles qu'en soient les raisons, quelles qu'en soient les raisons, c'est-à-dire que est-ce qu'ils font ça par militantisme pour leurs convictions profondes, ou parce qu'ils se sont rendus compte que ça nuisait à leur image, parce que les attentes des médias et du public, la communication là-dessus a énormément évolué. En fait, pour moi, c'est pas tant un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fournis un service, un festival aux personnes, ces problématiques-là, c'est pas une question de moyens ou de conviction, c'est une question d'efficacité. Le Hellfest a une puissance de feu qui est monstrueuse. À partir du moment où ils ont de l'argent, qu'ils l'investissent pour leur image ou qu'ils l'investissent par conviction, en fait, on s'en fout. C'est le résultat qui compte. Exactement. Donc en fait, mettez du fric dedans, investissez, et faites en sorte que les gens se sentent bien dans votre festival. Luttez contre les VSS, luttez contre l'insécurité, luttez contre les vols. Faites en sorte que s'il y a un problème d'audition, il puisse être réglé par des distributions de bouchons. S'il y a des problèmes de conduite sexuelle à risque, filez des capotes aux festivaliers. Faites ça.
Et quelle que soit la raison pour laquelle vous la faites, tant que vous la faites bien, moi je pense que c'est une bonne chose. Ouais, je suis assez d'accord, on n'est pas là pour sonder les âmes ou faire des procès d'intention, l'important c'est le résultat, en l'occurrence, et nous ce qu'on voit là c'est que ça s'est grandement amélioré, il y a encore des choses à faire, et il y a sûrement des choses qui seront faites. Et surtout c'est ça qui est relativement prometteur, c'est qu'en général, dans les conférences de presse, quand le Hellfest parle d'un truc, l'année prochaine c'est amélioré. Alors on vient d'évoquer en long, en large et en travers les aspects organisationnels, la philosophie, l'évolution du festival. Tout à fait, ouais. Maintenant on va en revenir certainement à la partie qui va vous intéresser le plus. Il y a beaucoup de gens qui vont certainement zapper sur ce chapitrage qui est le live report en tant que tel, c'est-à-dire nos coups de cœur. Qu'est-ce qu'on a vu bien, qu'est-ce qu'on a vu bien, qu'est-ce qu'on a vu de moins bien, de claquer, et nos découvertes aussi, petit à petit. Tu veux commencer sur tes coups de cœur? Vas-y, on alterne, hein, mais je pense qu'on va chacun parler d'un truc qui nous a marqué plus que d'un concert qui nous a marqué plus que les autres. Pour moi, clairement, c'est Green Lung, parce que cette année, si on fait un truc un peu global, j'ai vu beaucoup de choses que j'avais déjà vues et j'ai été satisfait par beaucoup de concerts, mais très peu souvent surpris. À aucun moment, je me suis dit ah tiens, je vais à peu de moments, en tout cas, je me suis dit ah tiens, je vais un peu là par curiosité, histoire de checker, de voir ce que ça vaut. Ouais. Et oh merde, putain, c'est ça ce truc-là. Ouais. Genre qu'est-ce que c'est bien. Et un des rares, c'est Green Lung. Green Lung, c'est un groupe de doom de base que je trouve pas très très intéressant. Et ils ont sorti l'année dernière un album qui est ultra ambitieux, où en fait, basiquement, les mecs veulent juste devenir Ghost. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le côté gloomy, ouais, tout à fait. Genre peut très très bien se marier avec le fait de faire du rock un peu lourd mais à tube. Et ils sont vraiment rentrés là-dedans. Côté un peu occulte, bangers occultes, et ils ont donné un concert mais captivant quoi. Alors que les gars de base, ils payent pas de mine, ils ont pas une race incroyable, hein, c'est pas un groupe stylé, c'est pas Aerosmith, ce genre de truc. En fait, ils arrivent et ils ont fédéré une vallée mais qui leur mangeait dans la main quoi. Ouais. C'était vraiment fou. C'est vrai que tout le monde en a parlé. Moi, j'ai eu un autre concert un peu coup de cœur. Alors, il y en a eu deux qui sont pour moi les deux grosses prestations que j'ai adorées. Il y en a une qui est objectivement, et ce que je pense être le meilleur concert du festival. L'autre où c'est faussement mon meilleur concert, c'est juste parce que c'est un groupe que j'adore. Alors, évidemment, c'est Kémis. Vous l'avez compris, on vous a saoulé avec ça. Ils sont là, hein. On vous saoule sans cesse avec Kémis, mais je venais de les voir 2 jours avant à Lille, et là, les voir devant une scène Valais où il y avait quand même beaucoup de monde qui connaissait leurs titres et qui avait l'air très content de les voir. Ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment une super belle prestation, show hyper carré, très très honnête. C'est pas les gens qui ont le plus de charisme au monde, mais c'était vraiment un super beau concert. Clairement, et il y a ce que t'as dit, c'était assez vrai. D'une part, c'était assez cool de voir que les gens connaissaient en France, qu'il y avait une attente. Et au Hellfest, il y a quand même quelque chose d'assez touchant, c'est que on est parfois face à des groupes qui sont relativement confidentiels et qui là voient 5-10 000 personnes devant eux, qui les attendent et qui sont en mode mais wesh, qu'est-ce qui se passe quoi. Et Kémis avait vraiment ce côté là de putain genre on a ça. Tu parlais aussi de trucs un peu plus, enfin tu vas parler de Machine Head, je suppose. Ouais. Vas-y. Ouais, bah pour moi c'est le concert du festival. Alors j'ai vu Machine Head une quantité astronomique de fois, d'ailleurs au Hellfest 2007 notamment. Rob Flynn il parle toujours trop. Il est chiant. Et pas pour dire des trucs intelligents, ce bâtard. C'est la personne plus conne du festival de faire tourner les serviettes. Faire tourner les serviettes, ça, j'avais pas souvenir qu'il l'avait déjà fait en mode full Patrick Sébastien. Non, il est toujours aussi relou, moins que la période post-Locust où il était vraiment insupportable. Ah ouais, où c'était l'activiste. Il était en mode activiste, ce bâtard. Giga chiant. Je peux pas le blairer. Là, il l'est moins. Reste tranquille. Il était moins, mais au final, c'était une super prestation avec une prod hyper belle. Je pense qu'ils ont claqué le PIB, PIB tu sentais que j'allais dire, tu sentais que j'allais être problématique et que j'allais être cancel. Ok, bon, ils ont sorti beaucoup d'argent sur des effets pyrotechniques et tout, c'était vraiment incroyable. Le son était excellent. Rofflin a un peu perdu de voix, c'est vrai, mais il a quand même cette voix toujours puissante et il y a toujours un rythme. Les lights étaient incroyables. Une setlist qui était quand même très bien. Il y a eu des bulldozers, notamment les classiques Tenton Hammer, Davidian, etc. Bref, il y a des choses qu'on pouvait éliminer. Le bulldozer était autorisé sur le site du festival, j'ai reçu. Ouais, putain, toujours ces blagues. Quel connard. Donc non, vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un des shows, si ce n'est le show du festival de mon côté. Ouais. Vraiment. Dans le genre un peu patron qui viennent imposer leur statut, pour moi c'était Fu Manchu. Ils ont sorti un album qui est pas incroyable, mais pas non plus trop mauvais. Mais Fu Manchu, c'est vraiment la sobriété heureuse, tu vois. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils ont aucune gueule, ils ont juste des polos. Ils montent sur scène et en fait que des bangers. Et A, B, C, D, E. Il n'y a pas une production incroyable et surtout ils ont joué un titre qui s'appelle Squadja Fly, qui est peut-être mon titre de stoner favori.
j'étais absolument fou. Tout était vraiment trop bien. Et c'est vraiment, il y a ce côté où en fait t'as une journée de stoner et là t'as Fu Manchu qui arrive, qui en fait prend la couronne qui est au milieu de l'arène comme ça, se la met sur la tête, s'assoit tranquille et chut, personne ne moufte. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bons retours. Moi, il y a eu beaucoup de concerts que j'ai beaucoup aimés. Des Dark Tranquillity que j'ai trouvé vraiment très très bons. J'ai beaucoup aimé aussi Sodom. Alors on les a vus 40 000 fois, même si leur son, encore une fois, il était violent. J'ai trouvé que le concert était vraiment bien. The Haunted, que j'ai eu énormément plaisir à voir. Mais c'était des concerts où j'ai pas eu trop de surprises. C'est-à-dire, usuellement, ils sont bons. Là, je les ai trouvés encore hyper bons et j'ai passé un super moment. Clairement. Là où j'ai quand même été surpris, c'est pour deux groupes essentiellement. Le premier, c'est Bleed From Within. Alors je les ai déjà vus plein de fois l'année dernière au festival, mais là j'ai trouvé qu'ils ont step up d'un coup sur la prod et sur la façon de tenir la scène sur la main stage 2. Vraiment, j'ai trouvé que tu sens qu'ils prennent en volume. Tu sens qu'ils vont être en première partie de Slipknot à la fin d'année, qu'ils sont déjà en train de préparer ce qui va potentiellement être la tournée de leur vie en l'état. Mais vraiment, je trouve que, encore une fois, faut aimer le metalcore moderne avec les guitares en avant, blablabla, qui est typé Melodès au niveau des guitares. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et pour moi, la giga. Typiquement, tu m'y avais traîné au Motok. Ouais. Et moi, j'avais passé un bon moment au Motok alors que c'est pas du tout. Ouais, c'est pas vraiment ta cam. Donc en fait, si c'est meilleur que ça, c'est que le show est bien, et même si c'est pas votre truc, allez voir au moins par curiosité, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Exactement, même si je sais que le metalcore file des boutons à pas mal de monde. Moi, la seule vraie surprise qui est devenue une branlée, c'est Cannon and Fever. Sous la Temple, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. C'est un genre de Black and Death, et c'est vrai que j'avais écouté un titre à l'époque. On a quelqu'un qui est hyper fan dans Hands Up, qui l'écoute beaucoup. Salut Mathias. J'avais écouté quelques titres, j'avais trouvé ça chouette, mais sans plus. Et en fait, non seulement en live, ça prend des aspects de black mellow / death mellow par moment. Okay. C'est ultra fédérateur. C'est ultra carré, il y a de la pyrotechnie mais pas trop, il y a quand même beaucoup de décors en scène, j'ai trouvé ça hyper bien. Pourtant moi d'habitude les mecs qui sont cagoulés et tout, ça me casse les couilles souvent, je dirais c'est bon, on a revu ça 6000 fois, c'est bon. À part Kalash Criminel. À part Kalash Criminel, mais sauvagerie, tu vois, on est obligé. Non, c'était hyper bien. Ouais. Pour moi c'est un des concerts découvertes, pas musicalement mais en live. Moi j'en ai deux en découverte live. C'est des groupes en fait que j'aime pas du tout sur album, que j'écoute pas. Je m'y suis traîné un peu parce que par désœuvrement j'avais rien à faire. C'est All Them Witches et 1000 Mods. En fait c'est marrant parce que c'est un peu les deux branches opposées du stoner. All Them Witches qui ont un délire très très psychédélique avec beaucoup de jam, le côté très Led Zepp, faire tourner des trucs, improviser, ta. 1000 Mods c'est le stoner direct, ultra bas du front, rapide, très centré sur la roule en fait à la Fu Manchu, petit héritage punk sur l'approche, c'est-à-dire quelque chose de très direct, très frontal, ouais. Pure ambiance, et en fait les deux étaient incroyables. Genre 1000 Mods pour le côté ultra fédérateur, tout le monde sautait, il y a un côté qui t'entraîne et tout, et All Them Witches pour le côté où en fait tu rentres dans les boucles de riffs, dans les petites jams, ce genre de choses, et en fait t'es vraiment pris. Les deux trucs là étaient vraiment incroyables, et comme toi ensuite j'ai eu des confirmations. Chelsea Wolfe, j'ai vu en mai, concert incroyable. Il y avait que des capes de pluie. Elle était devant une espèce de marée de Quechua comme ça. Elle s'est rien à foutre. Elle s'est pas démordue. Elle a donné un excellent concert. Drug Church aussi, espèce de punk avec un côté un peu oi dans la voix, très très cool. Arms Way, pareil, genre hardcore de débile. Ah, ça c'est. Mais c'était cool. Speed, que j'ai vu juste avant avec Turnstile, que toi t'as bien kiffé. Ouais, aussi. Speed, ça fait partie un peu de nos coups de cœur communs. Ouais. On l'avait recommandé d'ailleurs dans notre article sur les 10 groupes à voir, les 12 groupes à voir au Hellfest. Ça fait partie de ces espèces de groupes avec une ambiance genre ultra ghetto. Ils mettent, tu sais, les espèces de petits klaxons là que t'as. Par exemple, j'ai vu Megan Thee Stallion. Exactement, Caris, il l'avait aussi. Et dès qu'ils arrêtent, ils font une musique, un hardcore qui est vraiment teinté de métal. Dès qu'ils arrêtent, les mecs sont trop sympas, en mode on a quitté notre job pour être ici, on est trop content, machin et tout. Et c'est très très drôle d'avoir d'un côté ce côté très très ghetto, très street, très violent en fait. Ouais. Et d'un côté ce côté genre les gars c'était crème quoi. Et exactement, il y a eu aussi Skull qui était hyper que moi j'ai trouvé vraiment très très bien aussi. C'est très frais quoi. Ouais, c'était hyper frais. Aussi, ouais. Et dans les trois coups de cœur communs qu'on pourrait mentionner qu'on a eu en commun, le premier c'est Summerlands, sans surprise, on en a comme déjà beaucoup parlé de ce groupe. Concert émouvant pour celles et ceux qui se demandent. Eternal Champion et Summerlands sont venus en fait avec des enregistrements, ouais c'est ça. C'est-à-dire que il y avait pas de bassiste. Ils sont pas joués non plus à la Slipknot avec un mec derrière les amplis qui fait les parties. En fait non, ils sont joués sur bande.
Exactement, parce que leur bassiste est décédé il y a tout juste quelques semaines. Exactement. Et alors même qu'on va en parler, Eternal Champion, on a un peu plus de réserve. Summerland, c'était vraiment exceptionnel. Moi, je regrette qu'ils aient joué aussitôt devant une main stage 2 qui était quasi vide ou presque. Clairsemé, alors que c'est vraiment un groupe qui est hyper fort, mais c'était en fait c'était la première fois que je voyais le groupe. Et c'était en fait la hauteur de ce que j'imaginais. J'aimerais juste maintenant les revoir dans de meilleures conditions, potentiellement en club. Sangusi Gabog, qui était concert de débile. Ouais, c'est quand même du death pour des jeunes, mais c'était hyper bien. Ouais. Il faut savoir que c'est la première fois que nous deux on les voit, alors que c'est un groupe qui tourne énormément. Ouais. De ce que j'avais lu sur les autres reports et tout, c'est un show qui est millimétré, c'est les mêmes blagues, mais il y a un côté un peu Dying Fetus, c'est-à-dire que ça dépasse pas. C'est ultra carré, ouais. Et c'est carré comme un bon pavé qui arrive vite dans ta tête, et voilà. Hyper efficace. Et peut-être le dernier coup de cœur qu'on peut mentionner, c'est Bruce Dickinson. Incroyable. Alors il parle trop. Moi je trouve ça trop drôle. Il parle trop. Il a ce côté genre vieil anglais comme ça qui ensuite, en fait, son espèce d'album, c'est un album concept, et le mec essaie de t'expliquer ça avec son français qui est à la fois très bon, mais à la fois pas très bon. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait, mais est-ce qu'on sait pourquoi le docteur machin? En fait, c'est une partie de Cluedo, le bordel. C'est-à-dire qu'il te dit, mais en fait, lui, il était dans l'autre multiverse. Et en fait, pourquoi il y était? En fait, il fait une chanson là-dessus. Et en fait, on s'en bat les couilles, mec. Mais trop bien. Non, c'était hyper bien. Le son était bon. Il est ultra fort. Il est fort. Il est vraiment ultra fort. Et en plus, vu que les titres sont récents, il y a quelques réserves sur, voilà, il y a des notes des vieux Maiden qu'il ne tient plus. Là, en fait, un peu comme Ozzy sur ses nouveaux titres, il a fait un truc qui est en accord avec ses capacités vocales actuelles. Et donc, en fait, il y va comme ça. Et c'est trop bien. Il donne le meilleur de lui-même. Et c'est trop cool. Pour celles et ceux qui se demandent, il joue pas de Maiden. Il a des musiciens genre de ouf. Ah ouais, non. Il est très très bien entouré. Et si vous connaissez pas l'album, c'est pas grave. Moi, je l'ai écouté 2 fois. Toi, je sais même pas si tu l'as écouté. Si, je l'avais écouté quelques fois, mais d'une oreille assez distraite. Voilà. Et en fait, genre, vous rentrez dedans vous avez pas besoin de connaître le truc, y a pas ce côté single-lang et tout. C'est juste, vous vous laissez porter, et c'est trop cool. Et on a immédiatement regretté de pas l'avoir vu à l'Olympia. On s'est dit, putain, on est passé à côté de ça, on est vraiment trop bête. Moi, c'était vraiment un des concerts où j'étais peut-être le plus surpris, où je me disais, je savais que ça allait être cool, mais pour moi, c'était vraiment énorme. Ouais. Moi, je l'attendais de ouf, et en fait, j'étais vraiment soufflé. Donc voilà, et on sait aussi, évidemment, là, on a mentionné une série de coups de cœur ou de concerts qu'on a bien aimés. Et il y en a évidemment beaucoup plus qu'on n'a pas vu, etc. Parfois parce qu'on n'aime pas, tout simplement, ou parfois pour des choix. On sait notamment qu'on a eu beaucoup de retours positifs sur le concert de Saxon. Donc juste après Metallica, où tout le monde nous a dit c'était une belle claque. J'ai pas trop de mal à le croire. Hein. D'ailleurs, la vidéo est sur Arte, donc vous la retrouvez sur YouTube. Il y a aussi Julie Christmas, où tout le monde en a parlé. Voilà, moi, Julie Christmas, l'année dernière, je l'ai vu au Roadburn. Et au Damnation ensemble, ouais. Exactement. On s'est pris une claque absolue, mais on s'était dit que voilà, on les a vus. Moi, je l'ai vu 2 fois en salle. On est resté sur une bonne note. J'avais la flemme de l'avoir en open air. Mais clairement, tout le monde en a dit que du bien, donc on n'est pas étonné. Donc voilà un peu pour le tour d'horizon des concerts qui nous ont mis des petites claques. N'hésitez pas évidemment à mettre en commentaire ce que vous avez aimé et aussi ce que vous avez pas aimé. Ouais. Et en parlant de là, d'ailleurs, on va pouvoir commencer à parler des concerts. Alors, c'est pas forcément toujours des déceptions ou des choses catastrophiques, mais j'ai rien vu d'éclater. Genre, j'ai vu des trucs qui m'ont pas tellement plu, que j'ai trouvé assez quelconque. Ouais. Mais on peut quand même parler. Il y a pour moi le grand ennemi de ce Hellfest, comme toujours, c'est Monsieur Doublon. Voilà, Immolation qui se retrouve en même temps que Kémis, par exemple, où tu te dis putain, j'ai pas envie de faire ce choix, mais t'es un peu obligé de le faire. Bad Ball en même temps que The Offspring, ce genre de. Et c'est le genre de truc où tu te dis t'as le petit bonbon, le truc que t'aimes bien, le truc que t'as envie de découvrir. Voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais au niveau un peu des déceptions, pour moi, il y a eu évidemment Crosses. Je n'aime pas Deftones, j'en ai un peu rien à foutre, mais je suis assez client de Crosses et 3 titres et puis ils s'en vont. Problème technique, il revient pas sur scène. J'espère que ça va pas tendre les relations pour ceux qui aiment Deftones et qu'il n'y ait pas un peu de... Et Shino revient, c'est bon, tu vas gentil. C'est bon, c'est pas grave, ça arrive après le technique. C'est un problème de câble, hein. Exactement, mais pour moi potentiellement les trucs qui m'ont un peu tendu, il y a quand même Megadeth, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas revu. Je l'avais pas vu dans la double édition de 2022. C'est drôle parce que moi Megadeth, j'ai trouvé que c'était un bon concert. Ouais. Tu vois, genre. Moi j'étais très. Après, il est limité vocalement. En fait, quelques années. Pour moi, c'est ce point-là parce que leur nouveau guitariste, Tim Mantisari, c'est le guitariste de Winterson. Donc jamais je dirais de mal sur Winterson, alors même qu'on pourrait dire beaucoup de mal sur Winterson. Donc il est hyper fort, il redynamise le truc. Voilà, on peut regretter Kiko Loureiro, mais en tout cas le mec est vraiment bien. Effectivement, moi c'est la voix, c'est trop compliqué. J'ai jamais été fan de la voix de Mustaine, et là, elle est un peu en dessous, mais Megadeth a donné vraiment des performances inégales ces dernières années. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon concert. C'est pas tout à fait. Après, je les ai pas vus 1000 fois.
mais Clem, qui était avec nous, qui lui les a vus au moins 20 fois, je pense, m'a dit aussi que c'était plutôt du Grand Mustaine. Ouais. Mais c'est dire. Voilà, Grand Mustaine de 2024. Quoi. C'est dire. Ensuite, sur peut-être les petites déceptions, à part le public sur certains groupes, notamment sur Dimmu Borgir, où c'était compliqué. Hein. C'était vraiment compliqué. Moi, je mettrais quand même. J'aimerais bien dire un petit mot sur Chaka Ponk. En fait, je vais y aller. Hein. Ouais. En fait, c'est le genre de prestation qui moi me tend un peu. C'est-à-dire 1h30 de presta, 6 titres joués et 54 minutes à faire danser le public et à engrainer tout le monde. En fait, moi, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas du tout les concerts comme ça. Et donc, c'était à l'image de ce que je pensais, c'est-à-dire ça allait me trigger. Ouais, c'était quasi sûr. Je comprends. Maintenant, donc je le mets en mode déception, c'est pas une déception parce que je n'en attendais rien, mais voilà, c'est pas du tout ma came. En revanche, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, c'est que l'énergie était dingue, que le public était à fond, et que je pense qu'ils ont marqué des points. Ouais, sérieusement marquer des points sur le truc. Alors moi, encore une fois, ça me touche pas, mais c'est pour ça que je le mets là. Mais objectivement, je sais que ça a très bien marché et qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré la prestation de Chaka Ponk. Ouais, clairement. Moi, j'ai eu un peu de mal avec Eternal Champion, qui bizarrement, qui a pas donné un concert si captivant que ça. Summerland, il y avait aussi un côté très émouvant avec la projection du mec. Ils l'ont fait aussi sur Eternal Champion, hein, sur le premier titre. Au tout début, ouais. Après, ils l'ont enlevé. Puis, je sais pas, il y avait tout un truc qui était un peu plus bizarre. C'était aussi plus long. Moi, ça m'a moins captivé. J'ai eu un rapport d'amour-haine à Queen of the Stone Age. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était ultra bien. Le concert était cool, très très cool. À la fois, à un moment, le mec se les jouait très américain, a commencé à se la jouer un peu prêcheur, à descendre dans la fosse, à essayer de captiver tout le monde. Et en fait, c'est bien, enfin c'est un peu à l'image du personnage qui est un connard fini, mais qui fait de la bonne musique. Après, Josh Homme, moi, mais personnellement, assez antipathique. Quand tu vois ce genre de prestation assez prétentieuse en fait. Ouais, c'est un peu too much. C'est dommage. C'est dommage. Body Count, le mec faiblit un peu. La prestation m'a fait hurler de rire. Ouais, en fait, la prestation, t'as envie d'appeler les services sociaux. Il arrive, non mais littéralement, il fait chanter sa fille de 8 ans, il est 2h du mat, elle chante Talk Shit Get Shot. Tu te dis, mais genre, putain, mais que fait la DAS, tu vois? Genre, à la fois, c'est marrant, à la fois, genre, il y a un côté où il est un peu faible vocalement. Tu sais, il y a son fils qui fait des espèces de mimiques qui sert absolument à rien. Et concert en demi-teinte. On pourrait aussi parler de pas mal d'autres coups de cœur, mais ça prendrait trop de temps. On a adoré Wayfarer aussi. J'en ai pas parlé parce que moi, je les avais déjà vus Roadburn et c'était bien mieux parce que les conditions s'y prêtaient plus. Mais ce que je retiens en tout cas, c'est que j'ai pas vu vraiment de mauvais concerts. Et en même temps, le Hellfest s'y prête pas beaucoup. Parce qu'en fait, il y a tellement de choix, il y a tellement de propositions qu'on n'a pas le temps de voir de mauvais concerts. Oui, dès qu'on voit un truc nul, on se barre en fait. Ouais, exactement. Donc on se focalise pas sur des prestations mauvaises comme tu peux avoir quand tu vas avoir un concert unique en salle unique où il y a peut-être une première partie ou une tête d'affiche qui est pas bonne ou autre. Et c'est ça. En fait, tu rentres et t'es déçu et tu te dis ah putain c'était pas un bon concert. Voilà. C'est vite oublié. Et on va quand même se permettre la minute Metallica. La petite minute Metallica parce que là pour le coup on a beaucoup de choses à dire. Je commence, tu commences. Je commence parce que je suis un gros newbie. Ok. Voilà, ce qui est assez drôle, c'est qu'on n'a pas du tout le même rapport à Metallica. Toi, t'es fan. Moi, j'ai jamais trop écouté. En fait, je suis pas rentré dans le métal via Metallica, donc je connais les classiques. Mais c'était la première fois que je les voyais, parce que j'étais entouré de fans, toi et notre camarade Clément, qui m'avait dit ouais, vas-y, au moins une fois, nanana. On va commencer par le point positif. Début de concert sur les chapeaux de roue. Ouais. Genre 4 titres, From Creeping Death, From the Bell Tolls, Hit the Light, Enter Sandman. C'est-à-dire que là, en fait, moi j'arrive, je suis captivé, je suis en mode, ok, ça joue pas si mal, c'est pas horrible, quoi. Ah non, du tout, hein. Et là, tube sur tube, banger sur bangers, Metallica Old School, je suis un peu soufflé. Et là, je te passe la parole. Et là, ça retombe. En gros, pour moi, le premier problème, c'est la setlist. Les titres de Seven Two Seasons, bon, j'ai pas aimé l'album. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop longs et chiants. D'ailleurs, c'était très marrant, il y a un type sur YouTube qui avait pris tous les albums, les titres de cet album, qui font genre 7 minutes 30, et il les a réduits dans des titres de 3 minutes 30. C'est-à-dire quand les riffs sont répétés 6 fois, ça devient 2. Les titres sont 1000 fois mieux. Parce qu'en fait, ils sont juste pas dynamiques, c'est chiant, ils sont encore dans cette logique de dire on va faire des trucs épiques de 8 minutes. Non, c'est relou. Ils sont pas réussis, et en fait, ils ont fait une setlist où tu as tout le milieu
qui ne sont que des titres de Seven Two Seasons ou des titres qui ne sont pas forcément très bien adaptés. Une espèce de jam, ils sont connus, pour ça. Celui-là, il était chaud. En fait, c'est là où t'as envie d'être suisse, tu vois, parce que quand ils sont en Suisse, ils font que Procreation of the Wicked parce qu'il y a que Celtic Frost en Suisse, tu vois. Évidemment. Et du coup, sauf que nous, on est en France et on a Indochine. Et Roberto Trujillo, qui parle français à peu près comme je parle ouzbek, a décidé de faire une reprise avec les paroles. C'était incroyable. Ouais, c'est un enfer. En vrai, c'était vraiment un massacre. C'est ton oncle raciste qui imite des accents dingues. C'était horrible. Vraiment, c'était gênant, quoi. C'était très très chiant. Et vraiment tout le milieu de cette liste où ils auraient pu trouver des titres qui relancent le truc, qui te mettent The Day That Never Comes. Ils auraient pu te mettre d'autres albums, d'autres titres de la période, même de Death Magnetic, qui aurait pu être beaucoup plus dynamique. C'était pas du tout le cas. Ils ont joué Orion, qui est la seule pépite de la setlist, qui était un plaisir. Personne ne connaissait autour de moi. Mais moi, j'ai été surpris par cette espèce d'absence de gestion du public. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas commencer et mettre un truc aussi fou et aussi prenant pour ensuite, littéralement, lâcher ton public pendant 45 minutes. Parce que 3 titres de... Ouais. Parce que ça, il faut le dire, il y a eu des immenses longueurs. Pour moi, il y a 3 points pour terminer. C'est que d'une part, il y avait des grosses longueurs. J'avais déjà fait la remarque dans la double date au Stade de France. Cette logique de faire 4 titres un peu rapides, puis d'attendre 8 minutes, 4 titres un peu rapides, 8 minutes. Là, ils l'ont fait un peu différemment, mais là, il y avait quand même beaucoup d'attentes entre chaque titre. Des intros interminables. Des intros interminables, notamment y compris sur des titres comme Hit the Lights. Donc le titre dure 2 minutes 30, t'avais 3 minutes d'intro. Hyper chiant, donc des grosses longueurs. C'était des boulangers quand même au Hellfest. Il y a eu une quantité de pain. Ouais, mais ça, non, mais quand même, il y a des fois où ils ont été beaucoup plus propres. Il y a des fois où ils étaient très très propres. James est toujours très propre. Je parle même pas de Lars Ulrich, il est hors concours. Mais genre le début du passage, qui est plutôt le break que le solo de Master of Puppets, où Kirk rate les 3 premières notes. Putain, gros, c'est pas possible à ce niveau-là de rater des trucs comme ça, quoi. Il y a eu vraiment. Mais pour moi, le gros point noir au-delà de la setlist, c'est la prod. La prod était peut-être jolie, mais vous pouvez pas, dans un festival où vous avez des gens qui sont à 150 mètres de la scène et qui n'ont pas de visibilité, ne pas utiliser les écrans géants et utiliser des micro-rectangles où tu vois à peine la scène. Des écrans qui étaient rectangulaires. Ouais, c'est des rectangles. En fait, vous avez le grand écran qui était subdivisé en plein de petits rectangles qui faisaient des formes géométriques et parfois avec des transparences. Des transparences, et on voyait les poutres derrière qui étaient, donc c'était très beau. Illuminées. C'était magnifique. Nous, on était au premier tiers, on voyait très bien et c'était cool. Mais effectivement, en termes de visibilité, de rendu, c'est une catastrophe. En gros, vous étiez au fond, vous voyez pas la scène, vous regardez les écrans géants, vous voyez pas les gars. Donc en fait, vous avez juste la musique. Bah, ça n'a pas un grand intérêt. Et je trouve surtout vu l'exécution Voilà, donc je trouve qu'ils sont vraiment plantés. J'ai trouvé que le son était globalement bon, mais vraiment quand vous cumulez une setlist qui est pas folle, avec pas beaucoup de pépites, un milieu de set qui était plutôt chiant, des pains, des longueurs, une prod qui est pas dingue. Au final, il y a 2 ans, ils avaient été beaucoup critiqués quand ils sont venus. Moi, j'étais quand même très positif. J'avais dit oui, bon, il y a quelques pains, il y a quelques trucs comme ça, mais ok, ça va. Là, non, honnêtement, pour moi, c'était vraiment un concert qui était pas terrible. Ouais, de manière générale, les critiques étaient un peu en mode, ouais, c'est en demi-teinte. Ouais. Moi, donc, j'y suis allé par curiosité. J'ai pas été soufflé, quoi. Ça m'a pas renversé loin sans faux. J'étais un peu content sur le début. Je me suis dit, ok, j'ai pris ça. Et la preuve, c'est que t'as fini le concert, toi ? Ouais. Toi, tu l'as fini, Clément l'a pas fini, moi je me suis barré aussi. Et quand je parle de la prod aussi, c'est ils ont fait quelque chose au final de très épuré, mais presque trop. Donc par exemple, quand vous êtes sur One, juste avant le fameux passage où il utilise la double kick et comme si c'était des tirs, avant ils avaient souvent un truc qui était ils éteignaient la scène et ils balançaient des strobos pour vraiment suivre le rythme de la double pédale. Là ils le font plus, donc ça reste allumé, vous avez plus d'effets pyrotechniques ou presque. En fait j'ai trouvé que le show... petit feu d'artifice sur Master of Puppets. Un micro qui était pas hyper cool, donc en fait ils ont tout épuré, tout en créant de la longueur, et au final vous avez un show de 2h15 qui pourrait être condensé en 1h30. Ouais, clairement. Il y a une dimension indigeste aussi et décevante, c'est que d'un côté le show est indigeste, de l'autre, en fait, vous vous dites, ok, j'ai 2h30 de set de Metallica, je vais avoir 30 titres, des raretés, des trucs comme ça, et en fait, non, t'en as 12. T'as 15 titres, ouais. T'as 15 titres, sur les 15 titres, t'as 10 indéboulonnables, t'as 3 du nouvel album, et en fait, il te reste une pépite Orion, et c'est tout. Et une reprise d'Indochine, en fait. Enfin, et honnêtement, pour ça, le coup, c'était pas fou, donc pour moi, c'est une déception, ça l'était pas il y a 2 ans, mais là, pour moi, cette année, c'est une déception, on souhaitait quand même le séparer, parce que c'était quand même important d'en mentionner pour un groupe aussi mythique. Aussi gros. En tout cas, c'est pas un mauvais concert de Metallica qui va nous empêcher d'avoir passé une très bonne édition. En intro, on avait parlé
l'intro qui était il y a 2 heures. On avait parlé du fait que la plupart des médias parlaient d'années charnières pour le Hellfest. Moi, ça me semble absurde. En fait, le Hellfest est dans un processus d'amélioration constant et de renouvellement à la fois du public et de son affiche. Ça passe par une ouverture par le rock, ça passe par de légères améliorations sur le shit, mais moi, j'ai pas du tout senti cette espèce de truc de type il y a un avant, il y a un après, il y a Foo Fighters, il y a machin. Non, c'est une évolution une évolution finale au long cours. Exactement. De l'affiche, affiche qui d'ailleurs était particulièrement belle cette année, faut quand même le répéter. Et en termes d'amélioration, on peut aussi mentionner une dernière fois le fait que Balance ta scène, qui est un collectif qui est très sensible aux problèmes des VSS dans les musiques actuelles, a un peu le Hellfest dans le collimateur. Ils ont appelé au témoignage de type, en fait, comment ça se passe au Hellfest actuellement. Et en story, la plupart des gens ont répondu, c'est pas parfait, mais il y a du mieux. Et bons joueurs, ils ont repartagé ces témoignages. Et pour moi, c'est vraiment à l'image de ce festival cette année. Le Hellfest est dans un processus d'amélioration constant. On peut émettre des critiques sur l'affiche, sur la taille, sur ce qu'on veut, mais en fait, on peut pas leur reprocher de ne pas prendre en compte les remarques, de les écouter, de les entendre, et d'essayer de les corriger du mieux qu'ils peuvent. C'est ce qu'ils ont fait en 2024. C'est ce qu'ils, je pense, vont faire en 2020. Exactement, ouais. Le deuxième point qu'on voulait aborder lors de cette conclusion, c'est comme vous le savez, les passes pour la prochaine édition vont être mis en vente dans quelques jours. Le 9 juillet, ouais. Le 9 juillet, certainement aux alentours du même prix. Je sais pas si le prix a été annoncé d'ailleurs. Ils ont dit qu'ils allaient un peu augmenter. Ouais, donc on va passer de 330 à 345 ou un truc comme ça. Voilà. Ce qui a été annoncé, c'est on le revend rapidement dans l'objectif de renouveler le public. Ce qui est l'objectif qui est mis en avant. La simple réalité, c'est que je suis pas certain, en tout cas à titre personnel, je pense que c'est un peu pareil que tu le partages. On n'est pas certain que l'effet attendu soit celui qui soit réalisé en Exactement. fait. C'est-à-dire que je vois le côté très louable, voire vertueux, de type voilà, en fait, on a une demande qui peut pas satisfaire l'offre. On va mettre un peu les gens devant le fait accompli et faire en sorte que les personnes qui vont dépenser cette année n'y aient pas accès pour en fait renouveler le public, qui dans tous les cas ce sera complet. Moi je pense que juste ça va favoriser une logique d'habitués extrêmement riches qui viennent de claquer 1000 balles en un week-end et qui peuvent remettre 400 € derrière sans pression. Ouais. Je serais vraiment curieux si le Hellfest est assez cool pour communiquer ça. Ou s'ils ont les accès aux chiffres. Exactement. Si en fait on peut savoir si ça a été efficient, je serais ravi de le savoir. Moi, instinctivement, sans persifler, j'en suis pas persuadé. Ouais, je pense aussi. Enfin, quand on dit que par exemple, il y a beaucoup de CSP+ au Hellfest, etc. C'est une réalité financière. Évidemment, à 330 balles le pass. À l'époque, on avait regardé par curiosité le prix. Le pass en 2007 était à 99 €. Voilà. Toi, t'as connu le Hellfest à moins de 100 balles. À moins de 100 Donc, balles. évidemment, tout a changé depuis. On peut difficilement comparer, mais ça montre qu'aujourd'hui, 330 €, si vous rajoutez les 150 balles de trajet pour y aller, si vous voulez pas être en camping parce que vous voulez prendre un plus, le logement, etc. En fait, c'est la bouffe. Un taux de 45 ans. Exactement, c'est 1000 balles, donc voire plus. Donc forcément, c'est une grosse dépense. Donc les gens qui sont capables de mettre 1000 balles vont probablement être capables de reclaquer 340 € la semaine prochaine. Je suis pas sûr qu'il va y avoir vraiment un renouvellement du public, etc. Mais encore une fois, pourquoi pas, hein, le Hellfest essaie de trouver les moyens qu'il peut pour essayer de diversifier le public et de dire que ceux qui n'ont pas eu la chance, satisfaire tout le monde, quoi, clairement. Exactement. Voilà. À propos de 2025, d'ailleurs, on va vous faire on a fait un petit pari, Michael et moi. On va vous donner 4 artistes qu'on pense voir l'année prochaine. Effectivement. Et on se donne rendez-vous en décembre pour faire les comptes et voir qui est-ce qui gagne. Tu veux que je commence par mes 4 ? Vas-y, fais tes 4. Ok, pour mes 4, le premier qui est vraiment une wishlist, Limp Bizkit. Ouais. Ça pourrait même être 4 fois Limp Bizkit. En fait, c'est particulier ça. de Limp Bizkit. Mettez 4 fois, genre une fois, genre une heure de Wexter. Une fois, genre 1 heure de Rollin. Exactement. 4 soirs ça. Et vous mettez Limp Bizkit en tête d'affiche main stage sur les 4. Ouais, j'aurais jamais fait autant de main stage de toute ma vie. Exactement. Donc pour moi, Limp Bizkit, je suis quasi sûr qu'ils seront présents. Okay. Deuxième groupe que je mentionnerai, je pense que Winterson sera présent. Ils sortent un album en août. Il y a moyen. C'est typiquement un groupe qui pourrait être haut placé sous une altar et ce serait mérité. Le troisième groupe, je pense que In Flames sera de retour. Tous les 2 ans, ça me semble pas choquant, donc je serais prêt à mettre ma main à couper qui y sont. Et le quatrième, nouvel album, pas là depuis 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'il y aura Bring Me the Horizon sur la main stage. Y a moyen. Moi, j'essaie d'être un peu plus diversifié. Je pense que dans les gros trucs, c'est les 2025. Ils sont reformés en 2024 pour 2 shows aux US. 2025, c'est le. Putain, moi j'y crois pas du tout à ça. J'y crois pas, mais genre pour moi, c'est le temps de l'Europe. Pas venu depuis 2017, qui ferait un excellent headliner sous la Temple, voire la Vallée, considérant les nouvelles orientations de cette scène Death Heaven. Ouais. Ils vont sortir un album chez Roadrunner. Ça me ferait très plaisir de les revoir au Hellfest, c'est pas improbable. Tous les ans. Andes, Ulcerate.
ne sont jamais venus, ou alors sont venus genre en 2012 à 10h du mat, une connerie comme ça. Gros nouvel album. Très beau nouvel album, très bel album, ouais. Ouais. C'est fin de vidéo, on a le droit. Ouais, fin de vidéo, on s'en fout, il est plus de minuit. Ulcerate, j'y crois fort. Et enfin, sous la Warzone, je vais pas trop me risquer sous la vallée parce que elle change beaucoup de format actuellement, donc c'est dur de prévoir. Mais sous la Warzone, je serais étonné de ne pas voir le retour de Power Trip, qui s'est reformé avec un nouveau chanteur après la mort de Riley Gale. Tant qu'il n'y a pas Turnstile aussi, je vais te casser les couilles. Ouais, c'est vrai. Faites quelque chose pour Turnstile. Est-ce que vous vous rendez pas compte de la détresse mentale de Victor, et à quel point il me casse les couilles avec Turnstile tout le temps? C'est pire qu'avec la Juventus, ok? Ouais. On se voit une fois par mois, à chaque fois qu'on se voit, c'est la Juve Turnstile. Donc, j'ai pitié le Hellfest, faites un truc. Vraiment, j'en Faites venir la Juventus. Faites venir la Juventus sur scène, ok? Parce que le reste, on n'a pas plus. En attendant de voir la Juventus au Hellfest, qui serait le meilleur des headliners d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à nous dire ce que vous avez aimé, si vous avez aimé le festival, si vous voyez des pistes d'amélioration possibles auxquelles on n'aurait pas pensé. Racontez-nous votre expérience, est-ce qu'on a été trop dur, trop complaisant, que sais-je. C'est important, mais surtout, je t'interromps pour l'essentiel. N'oubliez pas surtout en commentaire de souhaiter un joyeux anniversaire à Victor, qui a pris 1 an il y a exactement 10 minutes désormais. Encore plus con, pas forcément plus sage, mais je pense que c'est plutôt important que vous lui souhaitiez. Juste plus vieux, voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Cette vidéo, ce sera la dernière vidéo de la saison 2 de Vivement Doumanche. Tout à fait. Une saison qui remplit un peu tous ses objectifs, c'est-à-dire traiter avec intelligence des sujets stupides, et inversement. Surtout inversement. Ouais, on a parlé de plein de choses intéressantes. Les lives, la France, les lives. La France. Non, on se revoit, on va prendre des vacances bien méritées. Tu m'as trop vu ces derniers temps. J'en peux plus. Ouais, je sais, je t'ai trop vu ces derniers temps, j'en peux plus non plus. Et nous on a passé 4 jours dans la Hell Bedroom. Exactement. Et nous aussi, on peut faire une annonce aujourd'hui, breaking news. C'est que Vivement Doumanche reviendra pour une saison 3 à la rentrée. Ouais. Et ça devrait vous donner un sourire de fou. Avec des moyens encore plus américains. Non. On aura des sponsors. Non. On sera tous les deux. Ouais. Il y aura le même décor parce que ça changera pas, mais en tout cas on sera là avec grand plaisir pour vous traiter de plein de nouveaux sujets, de faire aussi des hors-séries sur les différents festivals auxquels nous irons. En tout cas, encore une fois, merci infiniment de votre fidélité. Merci de votre soutien à la famille. Exactement, merci de commenter nos publications, d'être abonné, c'est très important. Ouais. Et on vous dit donc à tous et à toutes à la rentrée, et merci.